Bien, chers amis, bonjour pour ce petit déjeuner Insider, l'Observatoire FIC, qui porte sur un sujet tout à fait d'actualité, puisque le 15 novembre dernier, le Parlement, enfin la loi impliquant la diminution de l'empreinte numérique, l'empreinte énergétique, l'empreinte écologique du numérique a été promulguée par le président de la République. Donc, nous sommes dans une phase tout à fait, conjoncturellement positive par rapport au thème que nous avons choisi ce matin. Et donc, nous allons parler d'obsolescence des équipements avec trois intervenants que je remercie, ainsi que Amélie qui va animer ce petit déjeuner. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Di Prima de Sanofi, qui est à ma gauche. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir M. Deray, qui est, lui, chez, vous me pardonnez, je suis tout d'un coup, les mousquetaires, tout à l'heure, on en parlait ensemble, donc ça fait partie de mes trous de mémoire, et Maxime Molcou, qui est un avocat, et spécialisé dans les questions de données numériques et de souveraineté numérique. Voilà, donc je les remercie tous les trois, je remercie Amélie pour ce petit déjeuner qui va être animé par elle et qui s'inscrit dans une période un peu compliquée, vous l'avez compris, et j'espère que nous allons pouvoir poursuivre nos activités in vivo et non plus comme on l'a vu pendant plusieurs mois à distance. Et donc c'est un espoir que je forme pour que nous puissions nous retrouver encore régulièrement autour du thème du FIC. Voilà, mes amis, je laisse la parole à Amélie et je souhaite un bon observatoire FIC, un bon Night Saber. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui êtes ici avec nous dans la salle et ceux qui nous suivez à distance aussi. N'hésitez pas à poser vos questions dans les questions dédiées ou à interagir aussi sur le chat. On prendra quelques questions à la fin s'il nous reste du temps. Donc, on va effectivement parler d'obsolescence aujourd'hui, l'obsolescence des logiciels et des matériels, des équipements de façon plus large. Alors, quand on pense obsolescence, on pense tous à nos derniers smartphones. Donc, il va falloir encore faire une mise à jour pour avoir la nouvelle fonctionnalité ou la nouvelle option. Et on pense aussi que parfois, quand on fait la mise à jour, le téléphone ne marche juste plus après, même si on a fait la mise à jour. Donc, on a souvent une image un peu négative de l'obsolescence. On pense bien sûr au rythme effréné aujourd'hui des upgrades, des renouvellements qu'on demandés. Et Christophe Deray, j'ai envie de vous demander comment on en est arrivé là finalement. Comment on en est arrivé là? Peut-être juste une précision également par rapport à la présentation que vous êtes générale. J'interviens aussi au nom du CIGREF, puisque j'en suis vice-président, et donc c'est dans ce cadre-là que je prends la parole avec vous ce matin. Comment on en est arrivé là? Écoutez, le marché de la technologie a été forgé par les fournisseurs de cette façon-là. Alors, pardon aux technophiles de comparer une machine à laver avec un smartphone ou un ordinateur, mais la durée de vie d'une machine à laver, c'est 10 ans. La durée de vie d'un serveur dans un data center, c'est 5 ans à peu près. La durée de vie d'un smartphone, c'est 2 ans. Les fournisseurs de la techno ont organisé le marché, forgé les habitudes de consommation que nous sommes en tant qu'entreprise ou organisme dans le secteur du B2B face à ces fournisseurs, organiser les habitudes de consommation pour assurer ce rythme d'obsolescence programmée. Je ne connais pas d'obsolescence programmée aussi bien réussie que sur le secteur de la technologie, avec un rythme effréné qui nous impose de mettre à jour des logiciels, qui implique de l'obsolescence sur les matériels et qui implique derrière de remplacer les matériels. Et c'est tellement bien réussi que toutes les habitudes de consommation sont forgées comme cela. C'est-à-dire que dans les directions informatiques, les collaborateurs n'envisagent pas de ne pas avoir de support et sont systématiquement dans des réflexes visant à faire les mises à jour, obtenir du support et continuer toujours à avoir du support. C'est un peu leur assurance vie. Donc, tout le marché est organisé comme cela. Et la nouveauté, et ça c'est organisé depuis des décennies de cette façon-là, le caractère nouveau, c'est que l'IT, la technologie pénètre de plus en plus les entreprises et les administrations. Et au fur et à mesure du temps qui passe, il y a de plus en plus de techno partout. Et cette pénétration de la techno partout et ce rythme effréné, la conjonction des deux fait qu'aujourd'hui, les administrations et les entreprises ne savent plus faire face à un rythme qui est devenu
insoutenable à la fois économiquement, opérationnellement et également au plan environnemental. Et vous parliez d'une dette technologique, technique peut-être même? Oui, alors c'est le terme consacré. Maintenant, on parle de dette technique, hein, et tout le monde reconnaît ce terme-là, et toutes les directions informatiques pilotent cette dette technique, font en sorte de la gérer, et sont confrontés effectivement à un cumul, une accumulation de la dette technique qui ne fait que croître année après année. Et ce qui est intéressant, et là je vais me tourner vers vous Maxime, mais ce concept d'obsolescence programmée qu'on critique beaucoup aujourd'hui, à l'origine il y avait quand même un objectif, un véritable objectif économique, ça avait une cause tout à fait louable finalement. Oui, tout à fait. Merci de votre question. C'est souvent le constat dans les discussions, dans les échanges qu'on peut avoir dans la société civile technologique actuelle. Les gens, nous avons découvert l'obsolescence programmée avec la question des mises à jour d'un certain smartphone. La question est apparue comme ça dans la culture populaire. On a tous souffert de mises à jour de devices qui, disons-le clairement, la mise à jour apparaît, on clique sur oui, et puis le device fonctionne plus ou plus aussi bien qu'avant. Donc, on a tous découvert ça dans ce contexte-là. Pourtant, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose qui a bientôt 100 ans, en réalité, puisque des économistes, pendant la crise de 29 aux États-Unis, parlaient déjà de l'obsolescence programmée comme un moteur de croissance. Donc, derrière cette soi-disant nouveauté de l'obsolescence programmée technologique, en fait, on retrouve une vieille recette d'économistes, lesquels ont démontré que pour relancer la consommation, il était plutôt pratique de prévoir une expiration rapide de la durée de vie d'un bien. Et donc, il y a près de 100 ans, finalement, cette théorie économique a imprégné l'approche des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on a eu aux États-Unis des pouvoirs publics qui étaient favorables à l'obsolescence programmée il y a bientôt 100 ans. Donc, c'est assez intéressant pour le juriste que je suis de constater qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, on va dire occidentaux pour être très très large, ont fait un virage à 180 degrés pour considérer en fait que il n'y avait pas que la croissance, il y avait aussi deux choses qui s'appelaient l'environnement et puis la protection des consommateurs. Donc, on va voir que les lois vont complètement changer en 100 ans et qu'on va arriver depuis à peu près maintenant 6 ans en France à un vent de réforme complètement contraire à cette impulsion de départ il y a une centaine d'années. Donc, l'obsolescence programmée, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est une vieille recette. Et les pouvoirs publics, par contre, ont pris maintenant le chemin totalement inverse. Oui, puis on va revoir ça dans une minute. Mais peut-être d'abord, Anthony Di Prima, donc chez Sanofi, dans le domaine de l'OT, finalement, les choses sont un petit peu différentes parce que les cycles de renouvellement sont plus lents. Quelle est la situation finalement dans le domaine industriel? Alors, si on part du domaine industriel, pour rebondir sur ce que disait M. Leray tout à l'heure, sur les temps de renouvellement, un site industriel, quand on fait l'acquisition de machines, de systèmes, c'est censé durer 10, 15, parfois plus. Donc, on a un paradigme qui est légèrement différent de cette frénésie de vouloir renouveler des serveurs en data center, de renouveler son smartphone tous les 2 ans. Derrière, on a des vraies logiques d'investissement, c'est censé durer un certain temps. En parallèle de ça, on a ce qu'on appelle la convergence OT-IT, on voit de plus en plus, c'était évoqué, la pénétration de toute l'informatique, de tout l'IT dans ces environnements industriels, donc, qui, eux, sont soumis à des cycles de vie qui sont beaucoup plus courts. Donc, on va devoir gérer la vie d'un système industriel, sa logique économique derrière, et en même temps faire face à des systèmes IT qui, eux, ont une durée de vie beaucoup plus courte. Donc, il va falloir intégrer ce paradigme-là et avec toutes les problématiques que ça va engendrer. On aura l'occasion d'en discuter, mais le fait de prendre en considération cette convergence OT, c'est un élément fondamental qu'il faudra intégrer dans la stratégie pour gérer l'obsolescence, pour repenser les plans d'investissement dans les industries, dans les usines. Oui, tout à fait. On reparlera de la gestion de l'obsolescence. Mais peut-être pour revenir à ce que vous disiez, Maxime, sur le tournant qu'ont pris les pouvoirs publics depuis quelques années, depuis 2005, depuis 2015, pardon, si je me souviens bien, avec justement en prenant le pas contraire de ce qui avait été fait en 29 aux États-Unis. Ah oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Le marqueur qui va vraiment amorcer ce changement
des pouvoirs publics en France, c'est vraiment 2015. C'est donc exactement la date que vous venez de citer, puisqu'en 2015, on a la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique, qui s'accompagnera de l'ordonnance du 14 mars 2016. Et donc qui va en fait poser un principe très clair d'interdiction de l'obsolescence programmée. Donc en 2015, on a cette interdiction avec quand même des sanctions pénales assez fortes avec. On a 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et 5% du CA pour un fabricant, un éditeur qui fait de l'obsolescence programmée. Donc ça, c'était un peu la première étape. Deuxième étape, l'ordonnance du 29 septembre 2021, donc c'est tout frais. C'est très récent, sur les mises à jour des biens comportant des éléments numériques au titre de la garantie légale de conformité. Donc en fait, cette réforme est assez intéressante puisqu'elle va inscrire clairement la sécurité dans le panel des mises à jour nécessaires. En fait, non seulement un fabricant ne peut plus faire mourir trop vite ses matériels et ses logiciels, mais il est maintenant tenu de les mettre à jour, et la sécurité, les mises à jour de sécurité sont un des éléments devant participer de cette mise à jour. On a un devoir d'information et de délivrance du vendeur, un principe de responsabilité s'il n'exécute pas ses obligations, et donc la sécurité devient partie prenante de ce qu'on va appeler la conformité du bien. Donc ça, pour être très clair, c'est le grand courant qui est en cours en France depuis 2015 dans le code de la consommation. On va y revenir tout à l'heure, mais en B2B, on n'en est pas encore là. Ça, c'est vraiment pour les personnes, enfin les citoyens comme vous et moi, quand on achète notre smartphone. Ensuite, étape récente et qui était évoquée tout à l'heure par le général notamment, la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Donc cette loi, elle est intéressante parce qu'elle vient, c'est toujours du B2C, hein, donc on n'en est pas encore aux outils, etc., et au SCADA, mais on est quand même sur des choses intéressantes puisqu'on a la notion d'obsolescence logicielle qui est à l'occasion de cette loi inscrite de manière plus claire qu'auparavant, et également la preuve de l'obsolescence programmée et facilitée. Là, c'est un peu l'avocat qui parle, mais jusqu'à présent, c'était pas évident d'aller détricoter une stratégie d'obsolescence programmée, par exemple, devant un tribunal. C'était compliqué parce qu'il fallait vraiment prouver le complot du fabricant dans sa stratégie commerciale. Bon, maintenant, le critère est beaucoup plus simple pour qualifier ce phénomène. Il suffit de montrer qu'au final, ça bénéficie au fabricant ou à l'éditeur. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'auparavant depuis cette loi du 15 novembre 2021. On a également quelques propositions de loi qui sont intéressantes aujourd'hui. On a une proposition de loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'ARCEP. Et on a également une proposition de loi que je souhaitais mentionner ce matin. Elle va probablement pas être adoptée, mais bon, elle a un effet quand même un petit peu choc. C'est une proposition d'amendement visant à ajouter un nouvel alinéa à l'article 217-19 du Code de la consommation. Derrière ce jargon, une chose très simple, un principe d'obligation d'ouverture du code source des éditeurs qui ne maintiendraient pas à jour la sécurité de leur logiciel. Voilà, donc ça c'est une proposition un peu choc. L'éditeur ne met pas à jour son logiciel, du coup la loi le rend open source. Voilà. C'est quand même un pas supplémentaire par rapport à ce qui existait avant. On a quand même fait un bout de chemin très très rapide entre 2015 et 2021, comme vous pouvez le noter en France. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. À l'époque, la priorité des pouvoirs publics, c'était de faire de la croissance. Aujourd'hui, c'est différent, c'est protéger l'environnement, protéger le consommateur, et puis d'assurer quand même une certaine sécurité informatique, électronique basique pour les citoyens dans leur ensemble. Donc où en est-on aujourd'hui? On a ce courant très fort depuis 2015 qui se vend très fort, qui souffle en France depuis 2015, et on peut augurer, on aura l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure, que ce vent très fort va passer du B2C au B2B. De quelle manière, je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, le sens de l'histoire va dans ce sens-là. Et peut-être que justement, un des arguments pour faire avancer le B2B aussi, c'est tous les risques que l'obsolescence peut représenter pour une organisation, parce qu'on parle effectivement des problèmes de mettage sur son téléphone, mais au-delà de ça, dans les systèmes industriels ou dans
B2B en façon générale, l'obsolescence des équipements et des logiciels et des matériels pose quand même de véritables risques pour les entreprises. Anthony, on en avait discuté, mais il y a d'abord un risque de performance, tout simplement, si le parc IT n'est pas maintenu correctement. Alors, les risques, ils sont nombreux, bien évidemment. Continuer de fonctionner avec des systèmes obsolètes, c'est s'exposer à des risques liés à la performance des machines. On parle du software, mais le hardware est également en jeu lorsqu'on parle de serveurs, de systèmes informatisés, avec derrière une problématique de résilience, clairement. Si on a des systèmes qui sont obsolètes, qui sont moins résistants, dont la durée de vie diminue au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, là, la performance d'un système industriel qui est là pour apporter, notamment, concourir à la mise en œuvre d'un procédé, on va perdre de l'efficacité et intrinsèquement des problématiques de performance vont apparaître, les incidents vont se multiplier avec parfois des arrêts de production qui peuvent engendrer en effet un certain coût pour les entreprises. Ça, on va dire, c'est le premier, un des premiers enjeux liés à l'obsolescence qu'on va devoir gérer. Ensuite, si on regarde une entreprise qui a des environnements, des usines, elle doit intégrer l'ère de l'industrie 4.0. De plus en plus, on va vers une ultra-connectivité pour favoriser les nouvelles technologies, pour rendre les processus de plus en plus efficaces. Et pour autant, on va aussi s'appuyer sur des briques qui peuvent, elles, être obsolètes. Donc, on va faire cohabiter finalement des technologies qui sont novatrices, qui apportent de la connectivité. On va vouloir connecter ces systèmes obsolètes. Alors, on va quelque part venir exposer des systèmes qui sont déjà vulnérables à la base. Obsolètes parce que, en effet, le hardware ou le software est soumis à des bugs, mais aussi parce que derrière, on va avoir une problématique liée aux risques de cybersécurité qui peuvent apparaître, des vulnérabilités qui ne sont pas corrigées parce que plus maintenues. Et l'autre problématique par rapport à ça, c'est notamment les contrats de maintenance. Quand on n'a pas des contrats de maintenance en place, on s'en aperçoit très bien. On fait l'acquisition d'un système il y a 10 ans. Au bout de 5 ans, l'entreprise, parfois, elle a disparu. La société qui a assuré la maintenance, elle n'existe plus ou elle s'est transformée. Et l'entreprise a pu aussi ne pas contracter un service de maintenance dans le temps. Et donc, on se retrouve dans une situation où on va avoir des systèmes dont on a perdu la maîtrise, obsolètes, et qui nécessitent d'être mis à jour pour accueillir ces nouvelles technologies, cette connectivité, parce que on veut de l'efficacité. L'autre problématique, c'est l'interopérabilité entre systèmes obsolètes et systèmes numériques, on va dire récents. Parfois, c'est compliqué. On a un vrai enjeu à rendre efficace une installation industrielle. On a besoin d'apporter de la connectivité. Et en fait, on n'y arrive pas parce que les briques qui sont la fondation en fait d'un système industriel, elles sont obsolètes et n'offrent pas toutes les fonctionnalités possibles. Donc là, en effet, on voit les éditeurs et les fournisseurs venir taper à la porte en disant, attendez, nous, on a des équipements, regardez, on a des nouvelles gammes de produits, faites-en l'acquisition. Sauf qu'en fait, les cycles vont très, très vite, très, très vite. Et là, on est sur des investissements de 5, 10, voire 15 ans parfois. Donc, c'est compliqué ensuite d'organiser un remplacement et d'accueillir cette nouvelle technologie parce que ça s'organise. C'est compliqué de mettre à jour une usine et d'installer de nouveaux systèmes. Donc là, tous ces risques-là fait que c'est une vraie cocotte minute pour des installations si on ne prend pas le sujet de l'obsolescence à bras le corps. Ouais. Oui, et puis du coup, il y a aussi un enjeu, j'imagine, de compétitivité, tout simplement. Si on n'est plus capable d'absorber l'innovation. Je vous voyais réagir. Christophe, vous voulez rajouter ? Oui, pour prolonger le propos sur le risque économique, effectivement, toutes ces mises à jour et ce rythme imposé par le marché pèsent extrêmement lourd aujourd'hui dans les comptes de la DSI et dans les charges de l'entreprise. Et toutes ces mises à niveau imposées par les fournisseurs, bien souvent apportent peu de valeur business, peu de valeur au métier. C'est imposé parce qu'il faut faire la mise à jour. Ça coûte beaucoup d'argent et c'est extrêmement difficile à justifier en interne et à financer d'une façon générale. Bien entendu, une direction générale va préférer investir dans une technologie parce qu'elle va lui apporter je ne sais quelle nouveauté, retour sur investissement ou gain de part de marché, plutôt que de simplement dépenser de l'argent pour maintenir un parc existant en bon état de fonctionnement. Donc ce risque économique, une fois de plus, au gré de la pénétration du SI et de la technologie d'entreprise, il croît.
et l'empreinte économique croît, et ce rythme est de moins en moins soutenable pour les DSI. Ça, c'est sur le plan économique. Un autre point important également sur lequel SIGREF a publié des rapports tout récemment, sont les conséquences environnementales, RSE. Cette obsolescence programmée, elle vient générer du renouvellement de logiciels, qui viennent générer du renouvellement de matériel et qui implique de mettre au rebut des matériels qui étaient plutôt fonctionnels. L'industrie sait mieux le faire que l'informatique de gestion, c'est mieux faire durer du matériel. Dans l'informatique de gestion, on est soumis à ce diktat de renouvellement permanent. Donc, nous mettons au rebut du matériel tous les 5 ans. La prochaine version de Windows va, comme d'habitude, générer son lot de mise au rebut. Et ça, c'est absolument opposé aux nouvelles tendances RSE et aux politiques RSE que les entreprises développent de plus en plus. Et je parlais de Windows, mais quand on parlait du risque cyber tout à l'heure, c'est justement l'obsolescence de certains de ces systèmes qui pose un risque cyber aussi. Alors, bien entendu, il y a un risque cyber et l'obsolescence vient rajouter son lot autour des risques cyber. Peut-être un point qu'on n'a pas beaucoup abordé jusqu'à présent. Il y a encore quelques temps, on disait l'entreprise machin a été attaquée parce que l'informatique, la DSI, n'a pas fait ce qu'il fallait, n'a pas mis à jour tous les patchs, et c'est de sa faute. Moi, je tiens à dire qu'aujourd'hui, les DSI sont vraiment dans une logique de vigilance extrêmement forte sur la cyber et font ces mises à jour autant qu'il est possible de les faire. Mais le rythme de publication, de patch, de vulnérabilité est freiné. On parle de plusieurs dizaines de mises à jour de sécurité par semaine, par éditeur ou par logiciel, ce qui implique une activité folle dans les entreprises pour se tenir à jour par rapport à la prévention de ce risque cyber. Donc, de facto, quelle que soit l'entreprise, aujourd'hui, on peut dire que aucune n'est totalement protégée et aucune n'est totalement à jour. C'est physiquement impossible. À la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons opérationnelles. Et ça rejoint le secteur industriel. Dans le secteur industriel, comme sur plein de machines également dans les hôpitaux, on ne fait pas les mises à jour. On ne peut pas les faire. C'est strictement impossible. Parce qu'il y a une chaîne de production qui fonctionne en outils et on n'interrompt pas une chaîne dans une usine comme ça parce que tous les jours, il y a des mises à niveau qui tombent. Donc oui, ce risque cyber, il est extrêmement important et cette obsolescence vient contribuer à ça. Et alors, il y a un autre risque auquel on pense moins souvent et qui pourtant peut s'avérer assez sérieux, c'est le risque de la non-conformité. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais concrètement, en termes d'obsolescence, quel est le coût de la non-conformité ? Le coût de la non-conformité, c'est le coût du loto inversé, c'est-à-dire que vous jouez à être non conforme et puis vous risquez un jour des conséquences judiciaires ou opérationnelles, industrielles, financières. Le coût de cela en termes de conséquences, c'est ça. Il est très aléatoire et impossible à définir. Le coût en amont, par contre, pour assurer ce maintien en conformité, il est élevé et il est générateur de maux de tête. Il vient d'être indiqué à l'instant que souvent les mises à jour étaient disponibles et que c'était cher. On avait cette course à la mise à jourisation permanente. Il faut aussi mentionner le cas où il n'y a pas de mise à jour. C'est-à-dire qu'on a un équipement, un logiciel, et puis on n'est pas serein de l'utiliser tous les jours parce qu'on sait qu'il peut se passer quelque chose dessus. Donc en fait, que la mise à jour soit dispo ou pas dispo, il y a toujours un problème pour l'outil en fait. Donc ça peut être un problème quand la mise à jour est disponible. Soit, comme il vient d'être indiqué, les shares, le fabricant ou l'éditeur va pousser à l'achat et pousser va faire de la réclame dessus. Soit, comme il a été dit un petit peu plus tôt, la mise à jour est dispo, mais en fait on va pas vouloir l'installer puisqu'on peut pas se permettre d'arrêter une partie de la chaîne de production pour ne serait-ce que mettre à jour quelque chose. En fait, ça veut dire faire un audit, faire un test, implémenter la mise à jour, avoir un temps de rollback suffisant pour défaire la mise à jour si besoin. Donc en fait, dans tous les cas, ce point pose un vrai problème. Et donc si on parle du coût de cette mise en conformité, il est hyper élevé. Il est hyper élevé dans tous les sens du terme.
termes de risque production, en termes de financier, en termes de responsabilité juridique, parce que on pense souvent à l'utilisateur industriel comme un utilisateur final, et c'est d'ailleurs souvent le cas, mais ça, si on regarde le cas d'une chaîne de contrats, vous n'êtes pas tout seul en général quand vous produisez, vous avez des acheteurs, des fournisseurs, et donc vous êtes dans une chaîne de production effrénée. Et si vous, à un moment, mettez un caillou dans l'engrenage au milieu pour faire une mise à jour plus ou moins pertinente, et ben, vous prenez un risque juridique. Vous prenez un risque financier, juridique, un risque d'image également. Et donc ça, c'est un vrai souci. Si je peux me permettre, pour rebondir un peu sur ce sujet des risques auxquels les entreprises peuvent se confronter vis-à-vis de l'obsolescence, dans certains secteurs, il y a des acquisitions d'entreprises, de sociétés qui sont réalisées, parfois des ventes. On va regarder le niveau d'obsolescence en fait de l'outil informatique de cette société. Donc, parce qu'on a besoin de valoriser, en fait, on va valoriser l'ensemble des sujets de l'entreprise, c'est bien immobilier, mais aussi l'informatique. Et là, ça peut venir, je vais pas dire remettre en cause, mais en tout cas apporter un grain de sable dans des processus d'acquisition, de vente, dès lors qu'on a un outil informatique qui a une dette trop conséquente. Donc, certes, on a des contraintes à vivre avec cette obsolescence et comment la gérer au quotidien, mais on peut être parfois confronté, si on ne fait rien, à avoir un risque lorsqu'on est soumis à ce genre de situation, de faire l'acquisition d'une entreprise ou de revendre une partie de son entreprise. Ça peut venir dévaloriser en fait l'outil dans le cas de sa revente. Donc, c'est aussi un point à prendre en considération qui est non négligeable. Donc, en fait, on est face à une sorte de dilemme. Soit on n'arrive pas à suivre le rythme, mais si on ne le fait pas, on s'expose aussi à d'autres risques. C'est paradoxe. Et c'est un certain paradoxe. Vous vouliez réagir, Christophe? Oui, je souriais parce que c'est le quotidien effectivement de la DSI, de pouvoir mitiger tous les équilibres entre suivre le rythme insoutenable et puis à la fois prendre des risques. Absolument. Et alors, bon, on parle beaucoup de risques, mais heureusement, il y a quand même des solutions, des choses qu'on peut faire pour, sinon, en tout cas, réduire le risque, le gérer, le mitiger. Alors, on pense déjà d'abord à des solutions techniques. Anthony, je crois qu'on l'avait évoqué, mais il y a des techniques, des technologies qui permettent aujourd'hui de protéger le système. Alors, en effet, pour gérer le risque de l'obsolescence, en tout cas le risque de cybersécurité qui découle de l'obsolescence, on peut mettre en place une stratégie. C'est pas juste un produit, c'est pas juste une solution, c'est pas juste une mesure. C'est un ensemble de moyens qu'on met en œuvre pour gérer cette obsolescence. Si on a un système qui est critique et qui repose sur une brique obsolète, on va regarder son niveau de connectivité. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de compartimenter, de segmenter. Segmentation réseau permet, lorsqu'il y a un problème sur un système lié à l'obsolescence, une vulnérabilité qui subsiste parce qu'elle n'est pas corrigée, parce qu'il n'y a plus de correctifs disponibles, on va essayer de limiter, dans le cas de l'exploitation de sa vulnérabilité, de sa propagation au reste du SI. Il ne faut pas que le composant obsolète soit générateur d'un risque cyber pour le reste de l'entreprise, pour le reste du système d'information. Donc là, une stratégie de segmentation réseau, c'est hyper important, c'est la base. C'est des basiques en termes de cybersécurité, mais en tout cas, ça joue son rôle vis-à-vis de systèmes obsolètes. Donc, on va parfois essayer de mettre sous cloche, essayer d'isoler quelque part ces systèmes-là. Quand ces systèmes-là, on peut pas les isoler parce qu'ils sont critiques dans la chaîne de valeur, ils jouent leur rôle et il y a de la connectivité. On va essayer d'être en capacité de déployer des outils qui permettent de limiter l'exploitation de vulnérabilités issues de systèmes d'exploitation, par exemple, qui sont eux-mêmes obsolètes et plus mis à jour. Donc là, on a des solutions. Alors, je vais pas citer des produits, mais ce sont des produits qu'on installe sur ces systèmes-là, obsolètes, des vieux serveurs Windows, qui vont venir un peu figer la configuration, qui vont rendre impossible l'exécution de malware, de virus qui exploiteraient des vulnérabilités qui subsisteraient de par l'obsolescence du système d'exploitation lui-même. Donc là, on a ces outils-là à disposition. Et puis alors, d'autres moyens, c'est que l'idée, c'est aussi de superviser. Et pour superviser, il faut connaître son parc informatique, son parc IT, pour bien comprendre là où on a des briques qui sont obsolètes, pour faire un focus, faire une supervision qui est un peu plus renforcée sur ces systèmes-là, qui sont plus vulnérables et qui, lorsqu'il y a des problématiques, il faut qu'on puisse agir rapidement dessus. Donc ça, c'est un certain nombre de leviers qu'on peut mettre en place pour limiter le risque lié à le fait de faire subsister des systèmes qui sont obsolètes. Mais ces techniques-là ne suffisent pas. Et
et prendre d'autres leviers organisationnels, d'anticipation qu'il faudra prendre en considération aussi. On va en reparler. Absolument. Christophe, sur cette question justement des outils et des techniques technologiques que vous utilisez, est-ce que vous aussi vous utilisez ce type de… Alors, oui, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr. Et effectivement, y compris sur des systèmes sensibles chez nous, on utilise des méthodes de durcissement qui permettent effectivement de mettre sous cloche des systèmes qui ne peuvent pas être mis à jour, et donc on sécurise par d'autres moyens pour pouvoir continuer à opérer dans de bonnes conditions. Après, au-delà de tous ces modes réactifs consistant à se protéger et parer à des situations opérationnelles, moi je trouve que le sujet aussi ça me pose des questions autour de la responsabilité. Quelle est la responsabilité de l'organisme qui utilise la solution, mais aussi quelle est la responsabilité du fournisseur? Et aujourd'hui, et c'est une des thèses que nous défendons en SIGREF, aujourd'hui on est dans une sorte de Far West dans lequel un client achète, dans le domaine B2B en tout cas, mais je pense que B2C est dans le même cas, achète un produit à ses propres risques et périls. La responsabilité, les garanties que le fournisseur donne sont proches de zéro. L'OCDE a publié un rapport en début de cette année autour de ces points-là pour promouvoir notamment une notion de certification des produits. Quand on achète un jouet, aujourd'hui, on a une norme NF qui vous garantit que ce jouet il se conforme à un certain nombre de règles et qu'il n'est pas dangereux a priori pour votre enfant. Quand on achète un produit informatique ou un smartphone, enfin, que ce soit dans le B2B, dans le B2C, vous n'avez aucune garantie de quoi que ce soit. Et donc, bien entendu, c'est le travail à long terme, mais on a besoin de faire évoluer le marché et les pratiques via certainement plus de régulation et via des moyens de certification qui permettraient, comme pour une automobile, un navire, un immeuble, d'avoir des tiers certificateurs qui donnent un minimum de garantie sur la qualité et la sécurité du produit et bien sûr sur son rythme également d'obsolescence du produit qu'on est en train d'acheter. Donc ça, c'est une évolution majeure sur le marché pour lequel le SIGREF défend un message fort et sur lequel on est encore aujourd'hui vraiment au tout début des premières réflexions qui devraient, je l'espère, dans les prochaines années nous amener à aller vers un marché plus encadré et plus de confiance pour les clients et plus responsabilisant pour les fournisseurs. Tout à fait, Maxime, je crois que c'est quelque chose qu'on avait évoqué aussi, cette question de la responsabilité des fabricants, des éditeurs qui sont finalement les premiers responsables en cas de défaillance ou de brèche liée à l'obsolescence. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez en fait 1000 cas de figure de possibles de réflexion. Nous, les avocats, si vous voulez, on va toujours essayer dans un contrat de raccrocher une obligation à une clause. Donc, il était évoqué tout à l'heure les fameux contrats, les contrats de fourniture d'équipements ou de logiciels. Vous allez avoir différents types de contrats. Vous allez avoir ceux où il y a une clause de maintenance évolutive extrêmement claire, avec des délais, des jalons, des mises à jour à fournir, et en fait tout ça est pricé depuis le départ, et donc on a acheté le pack complet, et donc on sait que sa solution va pouvoir évoluer. Ensuite, il y a un autre type de contrat, il y a les contrats où on a voulu peut-être au début acheter un matériel dont on n'a pas forcément, et ça rejoint les réflexions tout à l'heure, on n'a pas forcément évalué sa durabilité cyber dans le temps. On l'a acheté parce qu'il était pas cher, il était disponible, on a eu un bon prix, et en fait là, il n'y a pas de clause de maintenance évolutive dedans. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est se raccrocher en fait à une obligation peut-être générale située ici ou là dans le contrat. On va aller chercher aussi du côté de la loi, alors, qui est très sommaire en B2B, comme on l'a dit tout à l'heure à ce jour. On va chercher la jurisprudence et on va essayer en fait de constituer un faisceau d'obligations et on va essayer de le mettre à la charge de l'éditeur ou du fabricant. Donc ça va passer par exemple par des courriers, des mises en demeure. En lui demandant de bien vouloir patcher une CVE qui affecte son logiciel depuis maintenant 2 ans et demi. Et au 4e courrier, en fait, s'il y a une attaque informatique, eh bien, il pourra être tenu responsable. Donc, soit le contrat est très bien rédigé depuis le début
Et dans ce cas, c'est parfait, il suffit juste de l'appliquer. Soit la clause est très mal rédigée ou il n'y en a pas. Et dans ce cas, il faut être un petit peu plus malin, un petit peu plus agile pour aller chercher cette responsabilité du côté du fabricant ou de l'éditeur. Voici comment on s'y prend contractuellement pour obtenir des choses de son éditeur, de son fabricant. À l'inverse, quand on est côté éditeur ou fabricant, il faut prendre en compte, il faut faire cette veille en fait normative et cette veille de possibilités contractuelles, de jurisprudence. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de clause de maintenance dans le contrat qu'on peut pas quand même être tenu responsable. Quand on a été averti 10 fois d'une CVE, j'ai encore entendu une histoire récemment d'une collectivité qui achetait tous les ans, qui renouvelait tous les ans sa licence pour un logiciel de fonctionnement au niveau local. Et en fait, ça fait toujours 10 ans qu'il y a une énorme vulnérabilité dedans. Et en fait, le RSSI de la collectivité n'arrive pas à la faire patcher, puisque l'éditeur lui répond si tu veux la faire patcher, tu dois payer. Voilà. Bon, là, c'est compliqué puisqu'on touche à un autre problème qui est au-delà du problème économique, de croissance, etc. On touche à un problème tout simplement de sécurité nationale, parce que je suis pas sûr que la commune, toutes les communes participent de la sécurité nationale, mais quand même, on commence à toucher à un point sensible puisque des collectivités publiques se retrouvent possiblement démunies au niveau juridique, contractuel, face à des solutions non mises à jour, non patchées. Donc il y a un vrai travail, excusez-moi, il y a un vrai travail de réflexion, de construction de raisonnement pour arriver juridiquement à obtenir des mises à jour. On évoquait le sujet de la certification. C'est un bon point de pousser les fournisseurs de produits à ce qu'ils aient une politique justement de traitement d'obsolescence et des vulnérabilités sur le système. On l'a vu, le Cyber Security Act, il va y avoir des évolutions au niveau européen qui vont mettre en place un cadre justement permettant de labelliser ou certifier des fournisseurs avec une logique derrière d'imposer lorsqu'on voudra mettre notamment de l'IoT grand public sur le marché, cette capacité à venir corriger des vulnérabilités dès lors qu'elles sont publiées. Et ça sera une nouvelle réglementation au niveau européen, on va y venir. Et c'est par des réglementations qu'on arrive à faire bouger les choses. On parlait il y a quelques temps, alors c'est aujourd'hui les acteurs, ceux qui opèrent des systèmes d'information critiques, vitaux, sont soumis à des réglementations qui leur imposent de mettre en place des stratégies pour gérer tout ça et donc gérer l'obsolescence in fine. Donc c'est souvent la réglementation qui, quand on veut pénétrer un marché, pour réguler ce marché-là, la réglementation, c'est souvent une arme de destruction massive, une arme qui permet justement de faire bouger un peu les lignes, parce que si on attend que les choses se mettent en place d'elles-mêmes entre un fournisseur et un client, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, en effet, au niveau des entreprises, il faut anticiper les sujets, les intégrer dans les contrats, dans les clauses, et prévoir aussi un plan d'obsolescence. C'est-à-dire que on fait l'acquisition d'un système, il faut qu'on pense déjà au coup d'après. C'est quoi notre système de demain? Donc, il faut déjà on ait des gens qui travaillent en anticipation au futur. Alors, je parle des usines, mais en tout cas, c'est un vrai sujet vers lequel il faut qu'on aille. Anticiper. J'ajouterais un point autour, je reviens sur le marketing de la techno et l'organisation du marché et des habitudes de consommation dans le B2B. Il y a aussi un point autour de comment nous, en tant que clients, nous agissons face à ces grands fournisseurs et comment nous faisons en sorte avec nos équipes juridiques, nos acheteurs, etc., de pas nécessairement entrer dans la logique du fournisseur, mais se mettre plutôt en contre et ne pas forcément subir ce diktat de rythme, de mise à niveau, etc. Enfin, nous sommes clients, jusqu'à preuve du contraire, et en tant que client, on peut avoir des exigences. C'est aussi ça qui est à faire, de façon générale et collective. On est tous collectivement beaucoup trop soumis aux diktats de nos fournisseurs, qui sont des géants aujourd'hui, qui sont des grands fournisseurs majoritairement d'un même pays, et qui essaient d'imposer, enfin qui réussissent plutôt bien d'ailleurs, à imposer leurs règles, leur vision du marché et le rythme. Donc charge à nous aussi collectivement dans nos organismes et dans les associations professionnelles de prendre un biais différent et de prendre une posture différente. Et si on pousse le raisonnement un peu plus loin et si on prend une posture complètement différente, est-ce qu'il ne faut pas juste refuser de mettre à jour bien sûr. Et apprendre à vivre avec l'obsolescence? Oui. Moi, c'est une anecdote là-dessus. Dans une entreprise précédente, mon prédécesseur s'était fâché avec un grand éditeur parce que on lui proposait un contrat de maintenance
à des niveaux de prix qu'il ne supportait pas. Et donc, il a décidé de prendre le risque de ne plus avoir de maintenance. Et j'ai hérité de ce dossier-là et je l'ai fait vivre pendant 7 ans. Pendant 7 ans, c'était un système important de gestion. C'était un système qui n'était pas sous cloche, qui nécessitait des mises à jour 3 fois par an. Donc, il y avait des évolutions métiers qui étaient faites dedans. Pendant 7 années, ça a fonctionné, je dirais le nom de l'entreprise, ça a fonctionné sans aucun contrat de maintenance. Et ça a bien fonctionné. Donc, c'est possible aussi de prendre des mesures un peu contraires. Ça implique pour le management de prendre des risques un petit peu aussi, mais ça peut être très payant. Pour l'occurrence, ce n'est pas une décision que moi j'ai prise, mais je l'ai assumée par la suite et ça a duré très longtemps. Comme quoi? Je peux rebondir parce que c'est une approche par les risques. Donc là, vous l'avez bien évoqué. On a pris le risque de. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas non plus qu'on prenne en considération que vivre avec cette obsolescence, c'est une fin aussi en soi et avec laquelle on veut caresser parce que on sait aussi à quoi on peut s'exposer. C'est-à-dire que par de l'obsolescence, in fine, donc là, si on a un système qui visiblement fonctionnait et apportait toutes les satisfactions, mais si on regarde du côté cyber, l'obsolescence, enfin, c'est ce qui est utilisé par nos attaquants. Les attaquants, eux, ils attendent pas. Et donc, eux, ils voient des trous, ils y vont, en fait. Ils exploitent les brèches. Et donc, ils s'en foutent de savoir qu'on a finalement pris le risque d'eux. Au contraire, ils vont être contents, quelque part. Donc, c'est une stratégie qui peut fonctionner. Mais encore une fois, il y a des critères à bien prendre en considération avant d'aller dans cette stratégie. Je conçois qu'en effet, on n'a pas forcément toujours envie d'être soumis au diktat des fournisseurs, mais il faut qu'on entre dans une démarche, avec certains c'est compliqué, mais en tout cas d'échange, de discussion. Moi, je le fais avec certains fournisseurs de solutions industrielles. On essaie de faire bouger les lignes et puis ils peuvent être réceptifs aussi. Ce que je veux évoquer aussi, c'est qu'il y a aussi, on peut repenser aussi nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire que je parlais d'usines du futur tout à l'heure. On a demain des usines qui vont fonctionner, et même aujourd'hui, avec des approches modulaires. On n'a plus une usine qui est figée, qui est installée, clouée dans le béton. Non, on va avoir des usines qui vont être modulaires, avec des ateliers qui vont bouger, qui vont s'interconnecter. On va pouvoir changer de production d'un produit à un autre du jour au lendemain. Et ça va aussi faciliter finalement le cycle de vie de ces systèmes-là. Par conception, aujourd'hui, on a des technologies qui permettent cette modularité. Et donc, potentiellement, faciliter la gestion d'obsolescence parce que faire une modification, faire un changement, une évolution, ça sera by design, à la conception, prévu pour. Donc, c'est aussi en traitant le risque à son origine, en fait, qu'on peut aussi lutter contre cette obsolescence. Oui, donc on vraiment l'approche par le risque et l'anticipation, concevoir des systèmes qui soient plus faciles à upgrader, qui aient plus de facilité à absorber justement le renouvellement que ceux qui existent aujourd'hui finalement. Oui. Et alors, on a parlé tout à l'heure effectivement des obligations à l'endroit des éditeurs ou des fabricants qui aujourd'hui qu'on juge sur les premiers responsables peut-être. On en est où aujourd'hui des régulations, de l'encadrement, en tout cas de ce qu'on peut, les évolutions qu'on peut voir venir? Alors, je vais pouvoir vous répondre sur la situation actuelle. Le futur, j'arrive pas encore à le lire, mais je vais faire de mon mieux. Deux cas de figure. Soit pour le B2B, aujourd'hui, on décide de s'inspirer de ce qui existe dans le B2C. Donc, s'inspirer, bon, le vent de l'histoire est là, je l'indiquais dès le début de l'intervention. Soit on fait du copier-coller du régime qui existe en B2C, c'est-à-dire, pour résumer, une garantie de conformité des équipements et des logiciels, et puis à côté, une garantie commerciale. En gros, on doit faire les mises à jour de sécurité qui s'imposent. Et puis, si on veut du premium, de la durée plus longue, une durée qui excède la durée prévisible d'usage je sais plus quel est le critère exactement, mais c'est pas loin de ça. Eh bien, dans ce cas, il faut payer. Bon, soit on copie-colle ce système, soit on en invente un nouveau. Moi, je pense qu'il faut en inventer un nouveau, puisqu'en fait, si on copie-colle le système B2C, on va arriver à un déséquilibre. Ce qui marche pour le consommateur, à savoir de lui proposer des mises à jour régulières, à défaut de possibles réfactions de prix ou résiliation de contrat, etc. Ça va pas, à mon avis, purger le problème en B2B, puisqu'on va avoir des éditeurs et des fabricants, et c'est tout à fait normal de leur part, qui vont sortir des mises à jour pour sortir des mises à jour. En fait, ils vont venir cocher la case. Ils vont cocher la case, ils vont dire à tel industriel, je t'ai mis à jour 17 fois cette année ta solution.
Bah oui, mais si la mise à jour elle marche pas, en fait, enfin si elle n'est pas efficace en termes de cybersécurité, par exemple, bah, l'effet sera relativement platonique. Donc en fait, en B2B, à mon avis, il faut une approche différente d'un point de vue légal, législatif. Un autre point qui à mon sens, mais encore une fois, j'ai pas la solution miracle, mais c'est plutôt mon sentiment. L'autre point important à prendre en compte, c'est les conséquences financières et business. Un customer n'a pas sa boîte qui va couler en cas d'attaque informatique. Voilà. Un business, oui, en revanche. Donc, en fait, quand on est en B2B et qu'on a son système qui est mal patché, soit parce qu'il n'y a pas de patch, soit parce que le patch coûte $1 milliard, bah en fait on n'est pas serein pour exercer son activité. Et puis en cas d'attaque, c'est la catastrophe. Donc en fait, à partir de là, et c'est pour rejoindre un petit peu le propos qui a été tenu tout à l'heure, nous juristes, ce dont on aurait besoin, ce serait d'un marqueur de responsabilité, un ou plusieurs, c'est-à-dire en fait d'avoir des événements, des faits qui déclenchent une obligation juridique, et éventuellement une responsabilité juridique attenant à cette obligation. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que la solution a été mentionnée tout à l'heure, mais c'est encore une fois qu'une idée. On a quelque chose qui s'appelle le NVD, les CVE. On a des bases de vulnérabilité qui sont disponibles en ligne. On sait que quand un zero day, quand une vulnérabilité est mise en ligne, c'est qu'une question d'heure avant que les premiers kits d'attaque sortent. Et donc moi, en tant que juriste et passionné de cyber, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'a pas là une négligence automatique? En fait, si un début de solution ne sort pas alors qu'une vulnérabilité vient d'être publiée. Voilà. C'est un peu vers ce genre de régime d'obligation, ce genre de régime un peu législatif qu'il faudrait à mon avis se tourner. CVE disponible en ligne, obligation sous X jours pour l'éditeur ou le fabricant de réfléchir à un correctif. S'il ne trouve pas de correctif, au moins une contre-mesure. Désactiver tel protocole, faire ceci. S'il n'arrive même pas à trouver de contre-mesure, dans ce cas-là, fournir une explication sur son impossibilité. Voilà. À défaut de quoi, il engage sa responsabilité si ses clients se font hacker. Voilà. C'est une idée que je pose comme ça sur la table, qui pourrait à la fois s'attaquer aux vrais risques concrets dans le B2B, c'est-à-dire les interruptions d'activité, les problèmes financiers, assurantiels et autres, et en même temps être relativement clair peut-être pour les juristes, plutôt que transposer un régime B2C qui est génial pour le B2C, mais qui en fait va pousser les éditeurs et les fabricants à cocher la case, faire leur gentille mise à jour toutes les 2 semaines. Je suis pas sûr que c'est ce qui empêchera forcément des hacks d'intervenir. Si je me permets, par rapport aux propos que vous tenez, il y a certains secteurs qui arrivent à s'organiser, à mettre en place des choses. Je pense notamment au secteur automobile, qui a déjà des processus d'homologation de leurs produits. Il y a des réglementations qui se mettent en place et aujourd'hui, et des normes qui s'associent à ça, pour justement permettre dans les homologations des véhicules de traiter cette problématique justement de vulnérabilité qui pourrait émerger, qui pourrait subsister dans les véhicules aujourd'hui. C'est les fournisseurs, les constructeurs automobiles vont avoir l'obligation de traiter les vulnérabilités, de mettre en place les processus permettant de corriger et éviter finalement une obsolescence de leur système par des mécanismes de mise à jour à la fois fonctionnels, mais aussi de cybersécurité. Il va y avoir des obligations par rapport à ça. Et quelque part, c'est la responsabilité produit, en fait. On parle d'un produit consommateur, le véhicule en fait partie, et donc il est de la responsabilité du constructeur que d'apporter des réponses lorsqu'il y a des problématiques comme ça de cybersécurité. La réglementation aujourd'hui va le permettre, les homologations vont être prononcées sur des types de véhicules, et dès lors que le constructeur aura mis en place les processus pour justement traiter correctement le cycle de vie des softwares embarqués et des vulnérabilités qui pourraient être amenées à être découvertes sur leurs produits. Donc voilà, il y a des secteurs qui se mettent en place, qui mettent en place les choses pour justement traiter et prendre à bras-le-corps cette problématique. Ça, vous souhaitiez réagir peut-être? Oui, le parallèle avec le secteur automobile, je trouve toujours très intéressant. Personne n'envisage d'acheter une voiture pour appuyer sur la pédale de frein et avoir les freins qui ne fonctionnent pas. C'est juste impossible. Et ce secteur-là est organisé pour protéger le consommateur et l'utilisateur de ce genre de défauts. Dans le secteur du B2B et sur le domaine des systèmes d'information, on est encore loin de ce niveau de maturité-là. Parce que, alors, on parle de plus en plus au gré des entreprises qui s'arrêtent sous le coup d'attaques cyber.
on en parle de plus en plus, mais pour autant, on n'est pas encore au même niveau de compréhension sur le marché et de la part de l'ensemble de l'écosystème, à part les spécialistes de la spécialité, même niveau de compréhension du risque que fait peser effectivement la technologie sur les administrations et les entreprises. Donc, il y a encore du chemin à faire. Il va falloir sans doute encore qu'on essuie un certain nombre de pannes majeures et d'attaques dans plein d'endroits pour que la prise de conscience soit totale. Mais le parallèle avec l'automobile est vraiment cela. C'est-à-dire, aujourd'hui, une entreprise, une administration fonctionne grâce à la technologie. S'il n'y a pas de technologie, c'est lorsqu'elle s'arrête qu'on se rend compte que l'entreprise est bien en peine de continuer à fonctionner, une administration. C'est un peu de l'administration vers l'absurde, mais tous ces organismes fonctionnent grâce à cela maintenant et ne peuvent plus s'en passer au quotidien. On n'a pas encore pris les mesures qui vont avec pour assurer la continuité d'activité à la hauteur des enjeux. C'est justement tout l'enjeu de cette nouvelle proposition de loi que vous êtes en train de formuler. On parlait donc de la responsabilité d'obliger les éditeurs ou les fabricants de les sanctionner, de les obliger. Et si on pousse ça encore un peu plus loin, quel peut être le rôle de l'État là-dedans? L'ANSSI avait mentionné, avait évoqué un droit d'injonction pour obliger donc justement les éditeurs à corriger les failles critiques. On sait que c'est quelque chose qui se fait déjà un petit peu aux États-Unis. Qu'est-ce que justement l'exemple des États-Unis peut nous apprendre et vers quoi peut-on aller nous? Alors, le rôle de l'État, à mon sens, sur le sujet, c'est de sortir des bonnes lois. Ça serait déjà pas mal. Ensuite, pour revenir à votre question, c'est un vrai sujet. On a vu récemment, ces dernières années, notamment aux États-Unis, en effet, le FBI venir patcher d'office sans mauvais jeu de mots, des entreprises qui ne corrigeaient pas des failles, et pourtant connues, reconnues et triplement connues, surtout sur des secteurs un peu critiques. Donc, en fait, le FBI, après 17 emails, mise en demeure, appels, etc., en fait, s'introduit dans le serveur et patch la vulnérabilité. Voilà. C'est quelque chose qui, pour nous Européens, Français, est un tout petit peu cavalier. Néanmoins, c'est une des possibilités qu'on pourrait voir en France. Alors, si ensuite vous me posez la question de qu'est-ce que devrait faire l'État là-dessus, moi, je ne suis pas certain que l'État doive devenir patch manager du pays. Je suis pas certain que ce soit tout à fait son rôle, en tout cas pour toutes les entreprises. Alors, ça pourrait se discuter parce qu'une étude est sortie, je crois, l'année dernière, prouvant que si les entreprises du pays subissaient toute une attaque informatique à la même minute sur des CVE, donc sur des failles en ligne, je crois que 80% de l'économie s'arrête en 1 heure. Donc, on peut considérer que, qu'il y a un besoin peut-être de sécurité nationale, puisque notre tissu économique est en fait extrêmement vulnérable. Donc, est-ce que l'État doit néanmoins patcher tout le temps partout? J'en suis pas convaincu. Déjà, le juriste que je suis vous dira que si l'État patch et fait bien les choses, dans ce cas-là, l'entreprise va s'en sentir un peu déresponsabilisée. Et puis, si l'État fait mal son boulot, on va dire c'est la faute de l'État. En fait, on va tomber dans ce circuit-là. Alors qu'en fait, le secteur B2B, et je crois qu'on a une bonne illustration aujourd'hui, tout à fait capable de se trouver ces solutions contractuelles, de s'appuyer sur des lois avec des marqueurs de responsabilité, c'est le terme que j'utilisais tout à l'heure, et puis d'utiliser des solutions techniques. Il y a de superbes solutions de gestion des vulnérabilités, et des choses dans la blockchain également, qui permettent de faire des choses magnifiques. Je pense à CyberWatch, à Vistory, pour pas les citer par exemple. Le secteur B2B n'a pas besoin d'être coucouné par l'État pour faire son patch management. Ça coûterait très cher également à l'État, et puis ce serait pas une solution. Dernière, par contre, réserve là-dessus, la petite nuance que je pourrais toutefois développer. On parlait des OIV et des OSE tout à l'heure. Peut-être que sur certains types d'infrastructures ou d'entreprises stratégiques, peut-être que l'État pourrait devenir un petit peu plus dynamique. Et vous parliez tout à l'heure de pouvoir d'injonction. C'est peut-être là qu'il faudrait peut-être légiférer ou trouver un renforcement des compétences, par exemple, de l'ANSSI, quand à la suite de trois demandes
une entreprise stratégique ne patche pas, ne corrige pas, peut-être que là, il faut commencer à se poser des questions. On a un mécanisme en matière de marché public qui est assez violent, mais qui a le mérite de bien fonctionner. Ça s'appelle l'exécution aux frais et risques du titulaire. On pourrait imaginer que pour une entreprise stratégique, quand c'est trop grave, il y a un patch qui est simple à mettre en place, une entreprise ne le fait pas, peut-être que l'État pourrait, comme pour le secours en montagne avec les hélicoptères, patcher et puis envoyer la facture à l'entreprise. Voilà, le seul cas un petit peu extrême, un petit peu limité, mais voilà, s'il devait y avoir un État patch manager, ce serait peut-être sur ces entreprises stratégiques, pas sur l'ensemble du pays. Alors, pardon de vous contredire, mais non, effectivement, je vous rejoins. Je pense que l'État n'a pas du tout à avoir ce rôle-là. D'abord, parce que considérer qu'un tiers devrait venir faire des mises à jour dans l'entreprise ou dans l'administration sous-entend que ces entreprises d'administration ne font pas le job. C'était sans doute le cas il y a 5 ou 10 ans. Mais le niveau de prise de conscience de l'importance du risque cyber dans l'ensemble des organismes est monté en flèche ces dernières années. Et aujourd'hui, on peut pas dire que les organismes ne font pas le job. Elles font le job, elles font les mises à jour. Il peut encore y avoir quelques cas à la marge, mais globalement, cette prise de conscience, elle est indéniable, et les DSI font le job pour se mettre à niveau et partout où c'est possible, dans la mesure. Quand il y a un DSI. Quand il y a un DSI, bien sûr. Après, voilà. Le sujet des ETI et des PME est un autre sujet, en effet. Et en effet, sur des entreprises de taille plus réduite, qui n'ont pas les dispositifs, les équipes, les compétences, les expertises pour se prémunir, on est sur un autre registre et elles sont aujourd'hui à la merci de risques bien supérieurs. Et si je reviens sur les grandes entreprises et les grands organismes, aujourd'hui, le boulot est fait, moins à 80%. Et le niveau de conscience de ce sujet, de l'importance, il n'est pas qu'au niveau de la DSI, il est au niveau de la direction générale et du conseil d'administration. Donc ça, c'est un fait acquis. En revanche, pour aller sur le rôle de l'État, je reviens sur cette notion de certification. Quid de créer des conditions de régulation et législatives qui permettent de faire émerger des pratiques sur le marché qui régulent mieux la relation entre les fournisseurs et les clients et qui obligent à des systèmes de certification qui permettent aux clients qui achètent un produit d'avoir un minimum de garantie. Là, pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus dans le rôle d'un gouvernement ou de l'Union européenne de créer les conditions de marché qui vont permettre de faire mûrir cette relation entre les fournisseurs et les clients et d'introduire ce tiers, cette notion de tiers certification par exemple, qui permettent de donner des règles du jeu sur le marché. Cette partie-là, j'y crois beaucoup plus. Pour compléter le propos qui est tenu, en effet, l'État n'a pas à s'immiscer partout, et d'autant plus quand on est sur un marché globalisé. Aujourd'hui, quand on discute avec des fournisseurs, ils ont un marché qui est global, et c'est pas juste l'entreprise en France qui va avoir cette demande-là. Donc, c'est pour ça qu'il c'est important aussi de s'organiser dans son secteur avec ses homologues pour peser un certain poids vis-à-vis du fournisseur, pour lui montrer que c'est pas juste notre voix, enfin en tant qu'industriel, mais on est plusieurs industriels, on est plusieurs entreprises à avoir cette même demande. Donc, on se met en groupement et en effet, influencer un peu les relations qu'on a et renverser un peu la logique. Aujourd'hui, on voit certains fournisseurs sont dominants et le client subit davantage, donc il faut essayer d'inverser cette logique-là. Et si on doit mettre en place des régulations, elles ne peuvent pas être uniquement au niveau local France, quoi. Faut que ce soit au niveau européen, à minima, pour que un industriel, un fournisseur de solutions, quel qu'il soit, se dise j'ai un intérêt à me conformer, parce qu'il pourrait très bien dire je prends le risque de ne pas aller sur ce marché-là parce que c'est trop contraignant. Bon, si ce marché-là il représente quelque chose, il va faire les efforts pour. On a vu nous des fournisseurs de solutions industrielles qui continuent de fournir des systèmes, ils essayent de nous vendre des systèmes qui dès le départ peuvent être fournis avec des systèmes qui sont presque déjà obsolètes. Donc ça c'est aussi dans nos pratiques en tant que client que d'imposer des choses. Et si on est plusieurs à soumettre des clauses de sécurité sur l'obsolescence, forcément, le fournisseur va être regardant dès lors qu'on a du poids. Donc, c'est la certification, c'est bien. Attendre de l'État ou des organisations de réguler un peu, mais il faut aussi prendre son destin en main et prendre
bâton de pèlerin et aller vis-à-vis de ses fournisseurs et de prêcher la bonne parole pour changer les pratiques. C'est un peu ce que vous disiez, Christophe, le fait de justement de ne pas se laisser imposer les dictates de l'industrie des fournisseurs et des éditeurs et d'un petit peu essayer de prendre le pas inverse. Absolument. Absolument. Et les grandes entreprises et des réseaux de grandes entreprises ou de grands organismes peuvent peser dans la balance, en effet, face à ces géants. Alors, je propose qu'on prenne quelques questions qu'on a reçues en ligne. Quelques-unes. Alors, est-il utile pour une DSI de déclarer un moratoire en interne pour forcer le remplacement des postes OT, alors que cela n'apporte rien aux directions métiers utilisatrices de ces systèmes obsolètes? Alors, n'apporte rien, en fait, il faut quantifier les choses. Qu'est-ce que le remplacement pourrait apporter? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce qu'on a un intérêt à changer ce système-là? Est-ce qu'il va apporter une robustesse dans le temps? Donc, il faut aussi préparer en effet un argumentaire, des éléments factuels, l'historique des incidents, pas que cyber, mais aussi les incidents de production, pour montrer qu'on a un intérêt à procéder au remplacement et que si on ne le fait pas, c'est potentiellement se fermer des portes vis-à-vis de l'adoption de nouvelles technologies, parce que on va avoir besoin de systèmes qui soient interopérables entre eux. Se fermer les portes vis-à-vis, donc j'ai dit des nouvelles technologies, mais si je parle du domaine industriel, l'industrie 4.0, l'usine du futur, c'est une réalité. Donc si cette entreprise veut subsister sur son marché, elle doit intégrer cela et potentiellement faire ses plans d'investissement. Alors en effet, c'est pas toujours évident, on le sait, le domaine industriel subit des crises, quelles qu'elles soient, et ça peut mettre à mal des logiques économiques, c'est pas toujours possible. Mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer de communiquer comme ça vers ce conseil d'administration, vers son commerce pour dire, attendez, il y a un enjeu à gérer cette obsolescence. Si on veut continuer à subsister sur le marché, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse des remplacements. Mais c'est pas gratuit, c'est sûr. C'est rarement gratuit. A-t-on des durées de vie minimum obligatoires? La réponse est non. En fait, je n'ai pas de connaissance de durée de vie minimale obligatoire. Ensuite, rien n'empêche les clients, dans leurs appels d'offres, d'introduire ce type de notion. Et ce sont des pratiques qui émergent de plus en plus, de mettre dans les cahiers des charges des contraintes de durabilité, de mise à jour, voire de recyclage si on se parle de matériel. Bref, de poser des exigences de RSE et bien sûr de cyber, ça en fait depuis plusieurs années, mais de RSE, c'est quand même assez émergent pour donner un rythme différent au marché. Sur cette absence d'obligation en termes de durée exacte, je confirme ce que vous venez d'indiquer. Il peut y avoir parfois des petites subtilités, des petits pièges sur des règles de garantie produit ou même sur l'obsolescence en B2C par exemple. Il a été codifié la notion de période à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre à. Voilà. C'est l'espérance légitime d'une durée. On a également la fameuse garantie européenne de 2 ans. On a des choses en B2C, mais c'est vrai qu'en B2B c'est pas les mêmes enjeux et à charge aux entreprises de poser des clauses, des clauses qui leur conviennent en fait tout simplement dans le cahier d'appel d'offres par exemple. Et à ce propos, le SIGREF a sorti un rapport sur l'obsolescence logicielle matérielle en octobre. Voilà, c'est tout frais, dans lequel il fait des recommandations effectivement sur l'élaboration des cahiers des charges par rapport à ces enjeux de RSE. Donc d'exigences à poser sur la durabilité des produits et services à acheter. Donc en fait, ça répond à une autre question qui était: est-ce que le SIGREF a des clauses types à inclure dans les contrats pour les achats ou contrats de maintenance pour veiller à une meilleure gestion de l'obsolescence industrielle? Et bien, donc j'ai envie de vous dire de disponible en ligne sur le site internet du SIGREF. Concernant la protection sous cloche des systèmes industriels qu'on a évoqué tout à l'heure, a-t-on des retours positifs de leur efficacité sur une protection cyber, notamment contre des attaques de type ransomware? Oui, on a des retours concrets. Notre CISO communiquait il n'y avait pas très longtemps sur le nombre d'attaques qu'on subit, le nombre qui sont contrés. Les outils type EDR, type outils de whitelisting qui permet de figer, c'est vraiment efficace. Ça permet d'empêcher l'exécution des malwares
quand ils sont installés. Ça permet de détecter très rapidement quand il y a des tentatives. Et on le voit à ceux qui subissent des attaques de type ransomware et qui réussissent, souvent, ils n'avaient pas ces outils en place. Et une des premières actions, au-delà de reconstruire un AD ou des infrastructures, on va dire, clés pour que le système d'information fonctionne, c'est tout de suite d'investir dans ces types de solutions. Donc, c'est pas un Graal en soi, mais en tout cas, ça apporte une vraie efficacité, ça permet de lutter contre cette problématique de ransomware. En tout cas, nous, on l'a vu, ça a permis de bloquer des alertes très rapidement. Oui, juste une petite réaction sur votre propos sur l'AD. On est tous à parler des mêmes choses, notamment, donc on a eu une attaque cyber sur quoi? Sur l'AD. AD, Active Directory, produit Microsoft. La majorité des attaques cyber aujourd'hui ont lieu sur des produits d'origine Microsoft. Il faut quand même se le dire aussi. Ça s'appelle du name and shame. Et il y a un vrai sujet autour de ces technologies-là. C'est implicite dans nos propos dans la profession. Tout le monde s'est habitué au fait que, bah oui, Windows, Active Directory sont des vecteurs majeurs de risque. Mais ils viennent tous du même fournisseur. Par rapport à ce que vous dites, ils viennent tous du même fournisseur parce qu'aujourd'hui, il y a un monopole. Si on avait un parc où il y aurait 3-4 marques de fournisseurs de systèmes d'exploitation d'AD, les attaquants, finalement, ils auraient un champ d'attaque qui est plus dilué. Donc, le focus est fait sur ce système-là. Donc, tout cela regarde, tente de trouver des exploits sur ces systèmes-là. Donc, forcément, c'est la théorie du chiffre, là. Donc, forcément que c'est ce qu'on voit le plus. Donc, après, une fois qu'on a dit ça n'empêche pas le fait de faire en sorte que Microsoft peut-être repense un certain nombre de choses. Je pense qu'ils évoluent, et je parle pas pour les défendre, mais je me dis que la situation, elle est issue principalement du monopole qu'ils ont, en tout cas, sur le marché. Oui, mais ce qui pose aussi une responsabilité, la responsabilité de l'entreprise en question. Oui, ça rejoint notre débat de tout à l'heure. Alors, avant de continuer avec les questions qu'on a reçues en ligne, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Autrefois, le système d'information et ses fonctionnalités constituaient un facteur compétitif de l'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises dans un secteur identique s'appuient sur des systèmes d'information identiques, globalement, puisqu'ils ont les mêmes fournisseurs. Donc, je repose la question de la compétitivité. Est-ce que c'est pas aujourd'hui justement une opportunité, du fait de la rupture des chaînes de valeur, du fait de tous les éléments auxquels on assiste, de reconsidérer la définition d'un système d'information et de le designer soi-même? Alors, je vais essayer de répondre. Je pense que tout dépend de quel pan du système d'information on parle. Certaines fonctions couvertes par le système d'information sont des fonctions plutôt de back-office, ne vont pas influer directement dans la compétitivité de l'entreprise. Donc là, on peut plutôt aller sur des solutions les plus standardisées possibles, les plus massifiées possibles, de façon à faire des économies d'échelle. En revanche, sur des fonctions différenciatrices, je vous rejoins, il peut y avoir un intérêt assez fort à aller sur des solutions spécifiques, effectivement, faites maison, ou en tout cas très customisées, parce que c'est différenciateur. Donc, je n'appliquerai pas un commentaire sur l'ensemble du SI, mais en segmentant son SI, en faisant une analyse de valeur et en évaluant les pans sur lesquels les fonctionnalités sont vraiment différenciantes pour le business, oui, ça vaut la peine de se poser la question. J'avais également une question un peu sur les limites aussi du sujet, c'est-à-dire que vous avez pris tout à l'heure une analogie avec le mot automobile. Lorsqu'on va voir un concessionnaire Renault, par exemple, avec une vieille Renault 12, on a du mal à faire installer un ABS. Donc, quelque part, il y a aussi ce sujet de la limite temporelle, peut-être, liée aux mises à jour, parce que le même système doit évoluer, enfin, le système doit évoluer, et on ne peut pas, parce que les usages évoluent, le garder comme ça sur des décennies. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais la Renault 12, elle a quel âge? 40 ans. D'accord? Vous ne prenez pas l'exemple de la Clio d'il y a 5 ans. Alors, il n'y a pas d'ABS sur la Clio, peut-être, mais mon parallèle n'est pas le bon. Mais
D'accord. Enfin, c'est juste une affaire d'âge, en fait, de rythme imposé par le marché. Et le rythme sur lequel nous sommes dans le domaine de la technologie est, je le disais en introduction, effréné. Après, je suis bien sûr d'accord avec vous. Enfin, il ne s'agit pas de garder des choses pendant des décennies. C'est pas du tout adapté dans le domaine de la techno. Mais là, on est arrivé à un niveau de rythme qui est quand même dingue. Par rapport aux propos, enfin, si j'extrapole, on pourrait presque aller sur le terrain de la décroissance. Parce que finalement, toutes les entreprises ont un besoin de croissance, d'absorber de plus en plus de technologies, d'aller très vite, de se renouveler. Et on parlait de RSE et on voit on vit dans un monde où on a peut-être aussi besoin de peut-être changer. Alors, je dis pas révolutionner. Je suis pas là en train de faire du prosélytisme vert parce que ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai des avis tout arrêtés sur le sujet. Mais en tout cas, peut-être on peut mettre une graine et peut-être y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire la décroissance dans le monde de l'IT, quoi. Je sais pas, peut-être un sujet, vous avez 4 heures. Donc, bon, peut-être qu'il faut qu'on se repose des questions. Je sais pas. Il y a une question ici. Bonjour, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur la domination moléculaire de Microsoft. Et par contre, on a aussi quand même des systèmes qui existent aujourd'hui dans le livre. Est-ce qu'on a des statistiques qui nous permettraient de faire des comparaisons? Des statistiques sur les attaques. Alors, pas que j'ai, enfin, c'est pas que j'ai. Enfin, c'est un sujet qu'on creuse un tout petit peu aussi grave, mais c'est un peu trop tôt pour que je puisse vous répondre. Et en effet, il y a identifier les vecteurs d'attaque est un sujet, je pense, utile également à la communauté. Ouais. J'ai une dernière question. Je reviens un peu en arrière, surtout sur l'autonomie stratégique, quand vous parliez de l'État souverain, jusqu'à quel niveau il est censé s'intégrer ou s'immiscer au sein des décisions des entreprises. En quoi la question du cyber est différente, par exemple, des décrets comme il y a eu le décret Montebourg anti-OPA qui prend déjà de la place du public sur le privé et du contrôle de ces actifs stratégiques. En quoi ce serait différent de le mettre en place pour le cyber? Vous n'aviez pas l'air très d'accord. Voilà, il y a le côté juriste qui était plus OK finalement pour que l'État ait une prise sur les entreprises. Vous aviez l'air un peu moins d'accord. Je voulais savoir pourquoi exactement ça vous venait, si c'était plutôt question souveraine, si c'était question financière. Si je peux me permettre, je pense qu'il est question de nuance en fait. On voit que on ne va pas s'adresser avec les mêmes solutions vis-à-vis de tous les secteurs. On a la loi de programmation militaire pour les opérateurs d'importance vitale. On a les opérateurs de services essentiels. Et là, on a quelque part une réglementation qui impose des choses avec des injonctions à faire, à corriger. Et donc, pour ça, c'est important parce qu'il en va de la souveraineté de la nation. Mais pour des secteurs qui ne sont pas forcément, on va dire, critiques pour le pays, qui peuvent l'être parce que d'un point de vue économique, ça permet de faire rayonner le pays et il faut laisser aussi, alors là, c'est un peu libéral de dire ça, mais il faut aussi laisser le marché faire les choses, se réguler soi-même. Donc, c'est pour ça que je dis l'État n'a pas, en tout cas, de mon point de vue, s'immiscer tout le temps, partout. Il doit le faire, mais en tout cas, il faut être nuancé parce que dans certains secteurs, ça a plus de sens que dans d'autres. Cohérent pour les OIV et OSE, mais pas forcément. Oui, tout à fait. D'autant qu'au niveau européen, vous avez des réformes en cours pile sur ce sujet. On attend la directive Nice 2, vous avez résilience, plein de choses qui sont en train de bouger sur cette problématique spécifique, enfin, cette question, ce segment spécifique, qui est même pas, en fait, 1% du panel global. Ensuite, moi, mon point de vue, je l'ai donné tout à l'heure, sur les 99% restants, y compris les PME qui n'ont pas de DSI, etc., c'est pas le rôle de l'État de passer avec son registre de patch et de donner des notes ou de brancher les clés USB pour faire les mises à jour. Alors, ça rejoint un peu une question qu'on avait ici aussi en ligne. Pourquoi l'État n'investit pas plus dans des solutions open source? Pourquoi des efforts ne sont pas faits pour renouveler en partie le hardware et non massivement, comme par exemple renouveler une carte mère et non toute la machine si on a besoin de plus de puissance de calcul? Je vais laisser passer monsieur le DSI. Plus souvent que moi dans les... Pourquoi remplacer seulement certains composants? Enfin, en général, parce que, enfin, ça peut être fait au cas par cas, mais en général, c'est un tout et les systèmes sont assemblés de façon à ce que il faille remplacer la totalité et non pas un seul composant. Voilà, de la même façon qu'un smartphone aujourd'hui, vous n'allez pas remplacer l'écran ou difficilement. C'est un peu la même chose sur les ordinateurs, quelle que soit leur taille. C'est un peu un ensemble. Mais en tout cas, je concède que c'est peut-être ça peut être une approche. Parce que on dit les smartphones, on le remplace en anti, oui, mais de plus en plus, on a le terrain de l'occasion. On a de plus en plus
des marchés de seconde main. Voilà. Est-ce que sur l'IT, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi y aller également? J'évoquais tout à l'heure les approches de conception modulaire de certaines usines. Ça revient à quelque part à changer un bout de la carte mémoire, la carte graphique, et puis on continue de fonctionner avec d'autres composants au sein de l'usine, et ça fonctionne très bien. Donc, est-ce que c'est économiquement viable? Parce que derrière, il faut des processus pour opérer ces changements. Quel est le coût en fait? Il faudrait l'estimer, je ne sais pas dire. Entre changer une baie, un rack complet versus ouvrir, démonter le composant électronique, ça remet en cause aussi des questions d'assemblage. Enfin, la chaîne de conception de ces systèmes-là fait que peut-être c'est très compliqué. En tout cas, la question est intéressante. Est-ce que ça peut être pertinent? Je ne sais pas. C'est peut-être une piste de réflexion. C'est une affaire d'organisation du marché, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le marché est organisé comme cela. Si les exigences RSE vont croissant, peut-être que le marché devra évoluer et proposer des offres beaucoup plus modulaires et évolutives. D'ailleurs, réponse de la personne qui s'est posé la question, c'est une question de volonté. Donc, on va peut-être revenir à effectivement une réorganisation du marché. Alors, il y avait une autre question. Vous parlez de responsabilité des fabricants, mais comment rendre responsable un fabricant sur des risques inconnus, comme les attaques par exemple, au moment de la certification cyber d'un produit qui finalement ne sera sûr qu'au moment de sa certification? Alors, la certification, elle est valable à l'instant T. Elle peut attester d'un niveau de sécurité à l'instant T, mais elle peut aussi attester que l'entreprise a mis en place des pratiques, des processus qui permettent justement de gérer l'apparition de ces vulnérabilités et de les traiter et de les corriger en temps et dans un temps suffisamment contraint pour qu'on limite l'exploitation par des attaquants de ces vulnérabilités. C'est en ce sens-là que on veut imposer des choses. Évidemment que on peut pas anticiper des attaques de dans 2 ans, de dans 5 ans. Par contre, on peut avoir les processus pour permettre de limiter les impacts liés à l'apparition. Donc, on met en place des processus de correction de vulnérabilité. Tous n'en ont pas. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'on peut mettre en place des choses. Bon, je vous fais une réponse un peu à côté. J'ai un copain, un G, qui est hyper spécialiste dans un secteur très pointu des télécoms et qui, pendant ses 15 premières années de carrière, a travaillé chez un grand constructeur, peu importe le nom, qui fabriquait des PABX. Ça se fait plus, les PABX. On peut en parler tranquillement. Il me disait, sur 15 ans de carrière, le principal trait qu'il avait vu, c'était la dégradation de la qualité. C'est-à-dire que au début, il testait les produits avant de les envoyer chez les clients. Et puis, après 15 ans de carrière, il laissait le soin aux clients de tester. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des méthodes de base à mettre en œuvre chez nos fournisseurs qui permettent d'assurer un minimum qui n'est pas forcément aujourd'hui. Sur une note un peu juridique, alors ça va être moins divertissant que l'anecdote à l'instant. Voilà, le juriste que je suis là pense tout de suite, si on dit certification, je me dis ok, donc ce sera probablement peut-être des PASI, je sais pas. Donc on va regarder comment fonctionne le logiciel et bon, je suis pas technicien, mais je me dis il va y avoir des solutions qui intègrent des briques de tiers. Et du coup, comment l'avocat va pouvoir trier c'est la faute de qui dans la solution? C'est une question que je me pose. Par exemple, imaginons on a un éditeur, il propose une solution, dedans il a intégré, je sais pas, je dis peut-être une énorme bêtise, du OpenSSL ou je ne sais, lequel est affecté d'une CVE en ce moment. Comment on délimite aussi cette responsabilité juridico-technique avec en amont le point de la certification? Comment on délimite le périmètre exact de la brique de l'éditeur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de dire de l'éditeur en fait, parce que lui-même il peut intégrer des choses qui relèvent de tiers. Je suis pas expert juridique, je tiens à préciser, mais enfin moi j'avais comprendre que c'est de la responsabilité produit première et celle de celui qui le vend en fait. Et donc après chargé à lui de traiter avec ses tiers, de faire transiter finalement la problématique et se retourner contre eux. Mais vis-à-vis du client, ça reste lui le premier responsable, à mon sens. Et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place une stratégie aussi de gestion des risques des tiers, le risque de ce qu'on appelle la supply chain. Et ça passe par plusieurs mécanismes, travailler avec des fournisseurs de confiance, et en effet, on peut aller les auditer, on peut exiger des choses. Donc, voilà, c'est tout un processus, c'est un mécanisme qu'on veut mettre en place, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, ce sujet-là doit être aussi intégré dans la stratégie que l'on va mettre en place.
J'avais une question justement sur ce sujet de la responsabilité. Est-ce que le fait d'essayer de renverser évidemment plus du côté de la charge, du côté de l'éditeur, ne va pas pousser aussi l'éditeur lui-même à s'assurer que son système est déployé dans un environnement safe, avec donc des contrats qui sont déjà collectables et qui vont encore être plus élevés demain parce que en gros, il faudra décharger sa responsabilité finalement à l'inverse sur la personne qui installe. Vous avez totalement raison. Hier, pour préparer cette petite table ronde, j'ai été reprendre 6 ou 7 conditions générales de vente d'éditeurs de logiciels. On en parlait d'ailleurs hier. Donc deux cas de figure. Vous avez la CGV, c'est pas de ma faute. La CGV qui dit du coup, je vais pas mettre à jour. Alors c'est pas tourné comme ça parce que c'est écrit de manière un peu tortueuse. C'est l'éditeur se réserve le droit de procéder à des mises à jour. Ce qui veut dire, je ne vais pas faire de mise à jour. Voilà. Vous avez de l'autre côté, pour en revenir à votre question, les CGV où l'utilisateur final a une obligation d'appliquer les mises à jour. Et s'il le fait pas, eh bien l'éditeur décline sa responsabilité. Ce qui peut d'ailleurs être un piège parce que si la mise à jour est pas terrible, voire elle est bien en soi, mais juste que pour le client final, elle va lui bloquer son outil. Bah, c'est compliqué. Donc, vous pouvez avoir des contrats, attention d'ailleurs aux contrats qui automatiquement dans les CGV, souvent qui ne sont pas forcément communiqués, puisqu'on sait qu'en B2B, la communication des CGV, c'est un vrai sujet. Donc, la clause 40 qui va dire que vous avez une obligation en fait d'appliquer les mises à jour. Si vous le faites pas, vous êtes évidemment responsable. Alors ça, c'est une approche, c'est la version 2 de l'approche offensive d'un éditeur. Mais à la fois, on peut le comprendre aussi, puisque si vous prenez un éditeur majeur au niveau mondial d'une solution cyber, il fait son boulot, il a des armées de développeurs qui font les mises à jour, et puis les clients les implémentent pas. Et puis, il se retrouve en page 1 d'un magazine d'IT. Et puis, il y a un hack au niveau mondial, etc. Son préjudice d'image, il est considérable. On a beaucoup aujourd'hui parlé des obligations qu'on souhaitait mettre sur les éditeurs et les fabricants, mais il faut aussi penser aux coûts que ça peut avoir de leur côté. Et du coup, quand ils font des mises à jour, ils payent en interne pour faire ces mises à jour. Bah, c'est peut-être, en tout cas, la règle de principe de se dire, bah, c'est peut-être normal que l'utilisateur il les applique aussi. Pas oublier un éditeur quelqu'un qui programme un logiciel, il est juridiquement, il est un peu auteur. C'est quand même son œuvre, et donc il peut aussi la faire évoluer, etc. Voilà ce que la question m'a inspiré. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il n'y a plus de questions en ligne, je crois. Oui, encore une question. Allez-y. La petite dernière. Je reviens un peu sur les CVE, comme vous avez dit, c'est connu que dès que le CVE est publié, elle est rapidement exploitée, ne vaudrait-il pas mieux de restreindre la publication des CVE? C'est pas assez critique. C'est peut-être naïf, mais... En fait, je crois que par rapport à ça, il y a un cas récemment où une société qui faisait du red team ou qui faisait de l'audit avait conservé la connaissance de 0D sur des produits réseau et en avait tiré profit finalement pour leurs prestations avant de communiquer, on va dire, dans un temps raisonnable à l'éditeur du produit lui-même. Donc là, si ne pas divulguer, on en arrive à ce genre de dérive, non, je suis totalement contre, bien évidemment. Par contre, il y a des procédés de communication, on va dire, de ces vulnérabilités-là. On n'est pas obligé de communiquer publiquement la vulnérabilité. On peut déjà s'adresser à l'éditeur lui-même, lui laisser du temps pour qu'il la corrige, avant de communiquer plus largement, pour que lorsqu'on a un correctif qui se déploie, il y a en tout cas, lorsqu'on communique, probablement que la correction a été faite depuis un certain temps. Donc l'idée, c'est d'éviter l'exploitation en fait de cette vulnérabilité par des mauvaises personnes. L'idée, c'est de la corriger le plus vite possible. Donc, à mon sens, il n'y a pas un intérêt à rendre, on va dire, à rendre public plus qu'il ne faut cette vulnérabilité-là. Hein. Il me semble qu'il y a des CVE qui ont été publiés sans que le correctif soit publié, soit connu en même temps. Oui, c'est ce que je dis. Donc ça arrive aussi. Il y a les deux cas. Il faut pas que le fait de ne pas divulguer la vulnérabilité soit utilisé à mauvais escient. Donc quelque part, oui, on peut ne pas communiquer publiquement sur cette CVE. Je dis publiquement. Par contre,
il faut bien qu'il y ait un échange qui s'opère avec l'éditeur du produit pour que lui mette en place des choses. Maintenant, c'est quand même aussi s'exposer, exposer les entreprises qui ont ces vulnérabilités chez elles, parce que même s'il n'y a pas un correctif de disponible, il y a des mesures de mitigation. On peut mettre des choses en place pour essayer d'éviter le plus possible l'exploitation d'une vulnérabilité. Des choses au niveau réseau, des choses à différents niveaux. Donc, le sujet n'est pas si simple que ça. Entre communiquer et pas communiquer, quel est le bon moment pour le faire, c'est un vrai sujet, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire les choses en bonne intelligence. Juridiquement, vous avez aussi un problème sur cette question qui est du périmètre de la norme et deuxièmement de la qualité de son application. Vous pouvez avoir une norme qui va dire c'est interdit d'avoir le NVD ou d'avoir telle base de CVE, etc. Mais s'il y a bien un secteur où les acteurs ont montré une certaine agilité et une capacité à rebondir sur différentes couches de réseau et les darknets les plus profonds, c'est bien le hacking. Donc je pense pas qu'une interdiction de diffuser les CVE et d'avoir des bases publiques soit forcément une bonne solution. Et puis on aurait à mon avis un vrai problème d'application. C'est-à-dire que même si on pensait que ce serait une bonne solution, ça resterait à mon avis assez platonique. Mais bon, c'est que mon humble avis sur le sujet. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc merci à nos 3 intervenants pour ce débat qui a été bien riche comme souvent. On est ravis que vous ayez tous pu nous rejoindre soit donc ici avec nous au Cercle des Célestins, soit à distance. Le prochain petit déjeuner aura sans doute lieu au mois de janvier. On communiquera le sujet dès que possible. En attendant, vous pourrez retrouver le replay de la session d'aujourd'hui sur le site InCyber. Donc vous avez toutes les informations déjà, je pense. Voilà, donc on vous enverra rapidement les invitations pour le petit déjeuner du mois de janvier. Merci à tous et donc au prochain petit déjeuner.